Bonjour à tous. Je pense qu'on va pouvoir commencer. On est déjà bien nombreux et il y en a d'autres qui vont pouvoir nous rejoindre au cours du webinaire. Donc moi, je suis Charlotte, responsable de la communication chez Écoterie. Pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, Écoterie, on est une jeune entreprise bretonne qui est spécialiste de la valorisation de la forêt française et européenne et bien sûr de sa biodiversité. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on se réunit aujourd'hui pour parler de ce sujet fondamental. C'est le deuxième webinaire qu'on organise chez Écoterie. Le premier, c'était au sujet du carbone et vous pouvez le retrouver sur YouTube. Et d'ailleurs, comme ce webinaire qu'on mettra sur YouTube dès cet après-midi. Et donc voilà. Aujourd'hui, on a réuni 3 intervenants pour nous parler de ce vaste sujet biodiversité et entreprise, impact et dépendance. On a déjà un petit peu moins d'1 heure ensemble, donc on va tâcher de répondre à toutes vos questions pendant le webinaire. Mais sachez d'ores et déjà que si jamais on n'a pas pu y répondre, vous aurez les contacts des 3 intervenants pour leur poser juste après le webinaire. En tout cas, vous pouvez poser vos questions directement sur le chat. Et nous, on a 3 modérateurs aujourd'hui chez Écoterie qui s'occupent de grouper vos questions et de les poser à la fin de chaque intervention. Petit tour de table, donc, on accueille Charles. Charles Sirot, qui est là pour nous dresser l'état des lieux de la biodiversité et pour nous montrer toute l'urgence qu'il y a à ce que les entreprises se saisissent du sujet de l'effondrement de la biodiversité et l'intègrent à leur stratégie. Donc Charles, depuis qu'il a pris la claque climatique et celle de la biodiversité en pleine face, multiplie les casquettes. Il a entre autres cofondé l'association de la fresque du climat, co-créé la plus récente fresque de la biodiversité dont il pourra vous parler. Et aujourd'hui, il vient en sa qualité de consultant chez Cantis, consultant en RSE et biodiversité. Et il est accompagné, vous ne la voyez pas sur la caméra, mais d'Elsa Maurice, qui est responsable France chez Cantis du pôle biodiversité et qui pourra répondre aux questions un peu plus pointues. Dans un deuxième temps, en visio, nous aurons l'exemple concret d'un groupe français qui est un peu à contre-courant de l'agroalimentaire, de l'industrie agroalimentaire dont il fait pourtant partie, à intégrer la biodiversité et la bio dans sa stratégie de groupe. Ce groupe-là, c'est Ecotone. Peut-être qu'il ne vous parle pas trop, mais que les marques Bjorg, Alter Eco, Danival, Bonne Terre, que vous pouvez croiser sur les rayons de vos supermarchés ou magasins bio, vous parlent un petit peu plus. Et c'est Amandine Rachen, qui est donc responsable communication et RSE, qui viendra nous parler de la stratégie de biodiversité mise en place par le groupe Ecotone. Et enfin, on a Louise, qui est responsable chez nous de la biodiversité, et qui, elle, nous fera découvrir le rôle primordial de la gestion forestière durable dans la préservation de la biodiversité. Elle nous montrera qu'il est possible de mettre en place des actions très concrètes et mesurables en faveur de la biodiversité dans nos forêts, notamment en s'appuyant sur tous les experts du terrain, les écologues, les experts des milieux naturels et tous les autres. Donc, nous avons moins d'1 heure ensemble. Je donne la parole à Charles pour la première partie. Bonjour, merci beaucoup Charlotte de me laisser la parole. Donc, j'ai la lourde tâche de vous expliquer ce qui se passe sur la biodiversité et les conséquences en 15 minutes. Je relève le challenge et c'est parti pour 15 minutes d'explication. Avant, juste pour vous expliquer un peu qui est Cantis. Donc, Cantis, on a un groupe de stratégie environnementale internationale. On travaille avec des grands groupes avec 4 secteurs clés: la food, l'apparel, la cosmétique et la finance. Et on a des bureaux aux États-Unis et en Europe, ce qui permet d'avoir une couverture assez large. Et on fait 4 choses: de la mesure, des outils, de la stratégie, et on aide les entreprises à communiquer sans faire de greenwashing, ce qui n'est pas un vaste, ce qui est un vrai challenge. Cantis, juste avant, on a mis un pont parce qu'on fait vraiment le pont entre la science et le monde corporate. On est né dans les laboratoires de recherche de l'EPFL du CIREG, où vraiment des chercheurs ont créé la méthodologie d'analyse de cycle de vie des produits et des services. Donc, on vient vraiment du monde de la science. Et le but, c'est d'aller rencontrer le monde du corporate pour expliciter comment ça marche et comment on fait pour avoir un business qui respecte les limites planétaires. Sur la biodiversité, on propose notre accompagnement pour mener des stratégies sur la biodiversité avec différentes étapes: comprendre, identifier les priorités, définir une stratégie, dérouler un plan d'action et surtout informer et engager les parties prenantes aussi bien en interne qu'en externe. On pourra vous en dire plus tard. Alors maintenant, on va se plonger dans la biodiversité.
Donc, la fascinante biodiversité, la merveilleuse biodiversité. Et avant ça, il faut quand même un peu comprendre de quoi on parle. La biodiversité, on peut la définir avec principalement les trois diversités et surtout les interdépendances entre ces trois diversités. Les trois diversités, c'est la diversité des écosystèmes, la diversité des espèces, la diversité génétique. Pour vous donner un exemple des écosystèmes, la forêt est un écosystème, le monde marin est un écosystème, la montagne est un écosystème. Et en fait, la Terre, elle est couverte d'un ensemble d'écosystèmes qui se touchent les uns les autres et qui sont dynamiques et en même temps à l'équilibre. La diversité des espèces, typiquement des insectes, des chiens, des chats, des chevaux, des poires, des pommes, ça, c'est toutes les espèces qui existent sur la Terre, des bactéries. Et en fait, il y en a 8 millions qui existent sur Terre, des espèces, différentes espèces. Avec la famille la plus riche, c'est celle des insectes, avec 1 million d'espèces. Ensuite, il y a la génétique. Et là, c'est dans chacune des espèces, on a un certain nombre de populations. Nous, les humains, on est 8 milliards. Donc, on est 8 milliards en termes de population dans la même espèce. Et on est tous différents. On a une diversité génétique. C'est-à-dire que nos yeux, nos couleurs de peau, nos cheveux sont différents. Et ça, c'est la diversité génétique. Et c'est grâce à ça que les espèces sont résilientes face aux maladies, face aux problèmes climatiques ou d'autres problématiques. Donc, la biodiversité, c'est ces trois diversités et surtout les interdépendances entre celles-ci pour qu'on puisse vraiment définir la biodiversité. La biodiversité, je vous ai montré un vélo, ça peut vous paraître bizarre, en fait, c'est un système dynamique. C'est comme un vélo. Quand vous faites du vélo, pour qu'il soit à l'équilibre, il faut qu'il avance. La diversité, c'est pareil. C'est un système qui est dynamique et pour que la biodiversité avance, il faut que des espèces apparaissent et des espèces disparaissent. Donc ça, c'est naturel et ça fait 4,5 milliards d'années, l'âge de la Terre, que la biodiversité fonctionne comme ça et que des espèces apparaissent et des espèces disparaissent et qu'aujourd'hui, on bénéficie de 4,5 milliards d'années de R&D grâce à la biodiversité. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que ça vous apporte la biodiversité? J'imagine que plein de choses, mais je ne sais pas si vous êtes au courant que dès ce matin, au petit déjeuner, est-ce que par exemple dans le chat, vous êtes capable de dire qu'est-ce que ça vous apporte la biodiversité depuis ce matin ou depuis une semaine? Est-ce que vous êtes capable d'écrire dans le chat les services que la biodiversité vous a apportés? Si vous pouvez écrire, allez-y. En gros, la biodiversité, elle apporte tout ce qu'on a aujourd'hui sur Terre, grosso modo. Typiquement, ce matin, si j'ai pris des céréales, c'est la biodiversité. Si j'ai pris un verre de jus d'orange, c'est la biodiversité. La biodiversité m'a permis de mettre des arbres sur mon chemin pour venir ici, qui a permis d'avoir de l'ombre pour m'apporter un air plus frais parce qu'il fait très chaud aujourd'hui. Donc, la biodiversité, ça apporte plein de choses. Et si on peut classifier, c'est certain, on appelle ça des services. C'est un peu un jargon économique, mais c'est pour rapporter l'économie avec la biodiversité. On appelle ça des services écosystémiques. Et il y a 4 grands services. Il y a les services d'approvisionnement, de régulation, culturelle et de support. Approvisionnement, c'est le plus facile. C'est vraiment l'agriculture, l'eau, c'est tout ce qu'on mange au quotidien, 3 fois par jour. Services de régulation, ça va être plus des choses, la purification de l'air, la pollinisation des fleurs, des choses qui vont permettre au système de fonctionner et d'interagir. Services culturels, c'est quelque chose qui est peut-être un peu moins connu et pourtant tout aussi important. Typiquement, imaginez, donc c'est vraiment l'inspiration des artistes, ça va être le bien-être. Quand on fait une balade en forêt, on se sent bien. Et ça, c'est vraiment les services culturels qu'apporte la biodiversité. Imaginez un musée de l'impressionnisme sans nature, il n'y aurait plus beaucoup de musées. C'est les services culturels. On a vraiment, vraiment ressenti ça au moment du confinement. Services de support, c'est vraiment tous les éléments qui vont permettre à la biodiversité de s'épanouir, de vivre et de créer de l'énergie, de transmettre l'énergie. La photosynthèse, qui est là, grâce à ça qu'on a de l'énergie par les plantes qui sont mangées par des animaux, que d'autres animaux mangent d'animaux. C'est toute la chaîne alimentaire qui permet de transmettre l'énergie du soleil grâce à la photosynthèse qui est à la base de tout. Et ensuite, il y a des cycles des nutriments comme l'azote et le phosphore qui permettent aux plantes de grandir, de produire des fruits et des légumes. Et c'est la biodiversité qui permet de réguler ces cycles qui sont essentiels à la production et en tout cas à la vie et aux vivants. Donc, on voit que la biodiversité apporte énormément de choses. Et en fait, on appelle ça des services écosystémiques. Et c'est gratuit et que personne ici ne paye ces services offerts par la nature. C'est gratuit, mais ça a une valeur certaine. C'est gratuit, mais en fait, ça a une valeur qui est… On a ici une estimation de la valeur, mais encore une fois, c'est très conceptuel comme étude. Ça a beau être scientifique et c'est une des études les plus… C'est une étude qui est publiée, revue par des pairs, qui est sérieuse, mais ça donne vraiment juste une idée. Et pour vous donner une idée, la valeur des services écosystémiques, c'est 1,5 fois le PIB mondial annuel. Je vous ai mis un petit carré du PIB mondial, qui est en gros 75 milliards, et 125, c'est la valeur des services écosystémiques chaque année. Et ça, c'est gratuit et personne ne le voit parce que les entreprises n'ont pas à payer ces services. Donc, on les comptes de résultats des entreprises masquent ou invisibilisent
cette biodiversité et ces services écosystémiques. Donc, c'est gratuit, mais c'est une vraie valeur pour l'humain, mais aussi pour le vivant en général. Ne soyons pas trop anthropocentrés. Et le vivant en général a énormément de services grâce à la biodiversité. Aujourd'hui, il y a un problème, c'est que la biodiversité, elle s'effondre. Elle s'effondre au niveau des espèces, au niveau de la génétique, au niveau des écosystèmes. Là, je vous ai pris quelque chose de plus simple, c'est au niveau des populations parmi les espèces. Ça vient du VVF, il me semble, ou de Sciences Po. Et en fait, aujourd'hui, on voit qu'il y a eu depuis 1970 moins 58% d'abondance de population par type d'habitat en déclin en 2012. C'est-à-dire qu'au général, on a une perte de population de 58%. Alors que pendant ce temps-là, les humains, on a fait peut-être x2 en termes de population. Donc, il y a une sorte d'effet ciseau entre la biodiversité et les humains. Pour donner un exemple très précis, les insectes, en Europe, c'est moins 65% en population. C'est pour ça qu'on n'a plus d'insectes qui sont collés contre les pare-brises quand on roule vite en voiture. Donc, il y a une chute de la population de la biodiversité et c'est vraiment un vrai sujet. Qui dit chute, dit que les services écosystémiques, dont on a évoqué juste avant, sont en danger. Et donc, du coup, avant, ils étaient quoi? Ils sont toujours gratuits. Mais s'ils sont gratuits, mais qu'ils sont moins nombreux, ben, on va peut-être ressentir, et on va sûrement ressentir la problématique d'avoir moins de services écosystémiques. Ici, je vous ai mis l'exemple des pollinisateurs. Ça vaut les pollinisateurs. Donc, attention, je profite pour dire que ce n'est pas que les abeilles. Les pollinisateurs, les plantes se font polliniser par le vent, mais aussi par plein d'autres animaux. Il y a les papillons, les colibris, des petits mammifères, des abeilles, des mouches, tous les insectes qui peuvent polliniser. Mais donc, les pollinisateurs, c'est un extrait du rapport de l'IPBES, qui est l'équivalent du GIEC pour la biodiversité. Ils ont fait un rapport spécial sur la pollinisation que je vous invite à lire. La pollinisation, on a vu que c'était estimé à 577 milliards de dollars par an de pertes potentielles. C'est-à-dire que s'il n'y a plus de pollinisateurs du jour au lendemain, ce qui ne va pas se faire du jour au lendemain, ben, les sociétés qui ont besoin de pollinisateurs pour produire des fruits et légumes principalement, ils vont devoir payer, d'ailleurs on ne sait pas qui, 577 milliards de dollars d'équivalent salaire de temps plein pour payer des gens pollinisés. En Chine, aujourd'hui, il y a déjà des gens qui pollinisent à la main. Ce n'est pas parce que les pollinisateurs ne sont pas là, mais c'est pour accélérer le système de pollinisation et c'est pour des pommiers très spécifiques. Donc, ça a une valeur et là, c'est en danger. Et donc, du coup, on risque de le sentir de plus en plus dans nos comptes de résultats d'entreprise. Si on revient aux espèces, on parle aujourd'hui de la 6e extinction de masse. Alors, une extinction de masse, c'est quoi? C'est en gros quand 75% des espèces et la population disparaissent. Alors, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, ça se fait sur des milliers d'années, mais c'est un processus qui est long et qui est parfois inarrêtable et qui, aujourd'hui, on a encore le temps d'arrêter ce processus. Ça veut dire quoi une extinction de masse? C'est que vous vous rappelez du vélo, avec le système dynamique, il faut que des espèces apparaissent, des espèces disparaissent, et ça, c'est normal. Sauf qu'aujourd'hui, le rythme, il va beaucoup, beaucoup, beaucoup trop vite. Il va de 100 à 1000 fois plus vite que la normale. Ça, c'est l'IPBES qui le dit, encore une fois. Et ça veut dire que notre vélo, il n'est pas à 20 à l'heure, il va à 2000. Donc, vous imaginez que ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup trop vite. Et donc, sur votre vélo, s'il y a un dos d'âne, il va y avoir un problème. Donc, c'est un peu la même chose avec la biodiversité, c'est qu'on va beaucoup, beaucoup trop vite et que du coup, la biodiversité n'a pas le temps de s'adapter, pas le temps de gérer cette menace. Et pour la première fois de l'histoire de la Terre, c'est que c'est à cause d'une espèce, Homo sapiens, qu'il y a cette 6e extinction de masse qui est en train de se démarrer. Sur le graphique, vous voyez qu'il y a eu 5 précédentes extinctions de masse, à chaque fois d'origine naturelle, période glaciaire, astéroïde, et la dernière, celle des dinosaures, c'était à cause d'un astéroïde. Ça, c'est pour les espèces. Donc oui, on est en train de rentrer dans une ère qui est troublée et on peut réagir. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut réagir. Avant qu'on parle des actions et des solutions, j'aimerais juste vous dire que la biodiversité, c'est une des 9 limites planétaires. Là, vous voyez le graphe des limites planétaires. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, mais c'est un concept scientifique qui commence un peu à faire autorité dans le monde scientifique et dans le monde politique. L'ONU utilise beaucoup ce système. Et donc, en fait, c'est 9 limites physiques planétaires. On voit le changement climatique, je ne sais pas si vous voyez sur l'écran en haut. Après, il y a le cycle de l'eau, l'ozone, la pollution atmosphérique, l'acidification des océans, les cycles de l'azote et du phosphore. Novel Entities, c'est en gros tout ce qui est plastique, pollution chimique. On a créé plein de molécules, typiquement la molécule qu'on a utilisée pour les poêles en téflon, le PFOA, c'est une molécule qui ne se dégrade pas. Donc, quand on le crée, en fait, ça reste dans la nature n'est pas capable de la dégrader. Donc, ça a des conséquences, notamment sur la biodiversité. Land System Change, c'est quel espace on a pris sur la biodiversité pour produire ou pour faire du pâturage. Et ça, on voit que la limite est dépassée. Tout ce qui est en orange, c'est que la limite est dépassée. Donc, on voit qu'il y a un certain nombre de limites qui sont dépassées. Greenwater, c'est la limite qui vient d'être déclarée dépassée la semaine dernière. Donc, à chaque fois, il y a des limites qui se dépassent. Le message de cette diapositive, c'est que le business as usual,
n'est pas une option pérenne et qu'il faut passer à un nouveau système. Je vais un petit peu accélérer. Quelles sont, à votre avis, les 5 pressions qui affectent la biodiversité? Donc, vous pouvez répondre dans le chat, mais je vais vous les montrer. La première, c'est le changement d'usage des sols. C'est vraiment qu'on a pris, notamment sur les forêts, de l'espace pour planter du colza, du soja, de tout ce que vous voulez pour nourrir souvent des animaux. Et après, on a fait du pâturage, la partie grazing en vert. Et du coup, on a pris un certain nombre de milliards d'hectares sur la forêt. Ça, c'est la première raison en termes d'importance sur le défendement de la biodiversité. La deuxième, c'est la surexploitation. Typiquement, ici, je vous ai montré l'exemple de la surpêche. On pêche de plus en plus de millions de tonnes de poissons sans être en dehors de l'aquaculture. Et donc là, il y a un problème de surexploitation et la nature n'est pas le temps de se régénérer. Troisième raison, c'est le climat. Ce n'est pas la première, attention. Ça peut malheureusement passer la première. Ce n'est pas la première pour l'instant. Là, je vous ai montré une carte du rapport du GIEC AR6 où vous voyez les scénarios plus 2, plus 3, plus 4. Et on voit que la biodiversité, dans ces scénarios, elle peut aller jusqu'à 100% de biodiversité perdue si on continue vers des scénarios à plus 4 degrés. Quatrième raison, c'est la pollution, donc des sols, de l'air et de l'eau. Ici, je vous ai montré les engrais. Les engrais, plus on met d'engrais, certes, on a des très bons rendements et c'est bien pour la production agricole, sauf que ça a des impacts sur les cycles de l'azote et du phosphore et ça provoque des algues vertes et des sargasses. Et enfin, la cinquième, c'est les espèces exotiques envahissantes. Typiquement, ça peut vous paraître anodin, mais la pyrale du buis, le frelon asiatique, le ragondin, tout ça, c'est des espèces qui sont arrivées sur les territoires et qui ont perturbé les écosystèmes. Et du coup, ça a fait un nouvel écosystème, un nouvel équilibre qui est souvent appauvri, parce qu'avec moins d'espèces. Pour aller plus loin, faites la fresque de la biodiversité, je vous y encourage. On peut agir, et c'est la bonne nouvelle. On peut agir, mais pas n'importe comment. Il faut agir de manière systémique. C'est qu'il faut agir sur le climat et sur la biodiversité. Là, c'est un graphique. La bonne nouvelle, c'est que le GIEC et l'IBES commencent à travailler ensemble et ils font maintenant des workshops ensemble. Et du coup, ça, c'est une des productions qui sont sorties. Et ils montrent des actions qui sont… Quand vous faites des actions sur la biodiversité, donc en bas à gauche, il y a très peu de lignes rouges parce qu'elles sont généralement toutes bonnes pour le climat. Alors, quand vous faites des choses sur le climat, vous voyez qu'il y a pas mal de lignes oranges qui vont vers la biodiversité parce qu'elles peuvent être néfastes pour la biodiversité. Un exemple très simple, si vous faites de la production à partir de beaucoup de choses synthétiques, à partir de pétrole, si vous voulez faire que du naturel, vous allez avoir utilisé beaucoup plus d'espace, donc déforester, donc avoir un impact négatif sur la biodiversité. Donc, il faut toujours garder un peu les compromis et s'assurer qu'on ne va pas dans le mauvais sens et qu'on traite le sujet de manière systémique. Pour vous accompagner, vous, entreprise, sur le sujet de la biodiversité, il y a un élément qui est important, c'est les SBTN, c'est les Science-Based Target for Nature. C'est un cadre de travail international qui est science-based et qui permet d'avoir une démarche structurée pour vous aider à mesurer, à comprendre vos risques, à prendre des engagements et ne pas être seul, être accompagné non seulement par des experts, mais aussi par d'autres pairs compétiteurs qui se lancent dans ce domaine. Et donc, voici quelques entreprises qui se sont engagées, dont Ecotone, à qui je vais laisser la main dans quelques instants et que je remercie d'être là. Merci beaucoup et je laisse la main à Amandine pour Ecotone. On va d'abord juste du coup laisser quelques minutes de questions-réponses. Je pense que vous en avez eu pas mal sur le chat. Donc pour Charles ou Elsa, responsable biodiversité. Donc Camille, est-ce que tu peux nous dire s'il y a eu des questions auxquelles on peut répondre dès maintenant? Oui, on va commencer par la question de quelle est la différence entre les services de régulation et de support. Certaines personnes ne sont pas sûres d'avoir exactement bien compris. Bon, déjà c'est une nomenclature technique, hein, donc la différence n'est pas existentielle pour les entreprises. Régulation, ça va être plus la purification de l'air, la pollinisation, c'est les systèmes ça va vraiment réguler la biodiversité, alors que le support, c'est que sans ça, il y a… Pardon. Sans les services de support, c'est vraiment le support, c'est la base de la biodiversité. C'est-à-dire que sans photosynthèse, il ne se passe rien. Donc, c'est vraiment les fondations de la biodiversité, c'est les services de support. Et les régulations, c'est comment ça va réguler la biodiversité pendant que la biodiversité s'émancipe, travaille et partage de l'énergie. Je ne sais pas si Louis, tu veux expliquer en plus, mais… D'accord, merci beaucoup. On a une autre question qui vient d'arriver, c'est est-ce que n'importe qui peut apprendre la méthodologie SBTN? Tout à fait. C'est une méthodologie qui est ouverte, c'est-à-dire qu'il y a un site internet avec toutes les méthodologies. Il y a le technical summary, il y a le summary pour les exécutives. Il y a plein de documentation qui est très riche, très intéressante, qui est plutôt bien communiquée, je trouve. Et donc, oui, c'est possible. Après, il y a il y a un groupe de travail qui s'appelle le Corporate Engagement Programme,
où du coup, vous pouvez vous inscrire en tant qu'entreprise. C'est un formulaire en ligne sur le site de Science Based Target for Nature. Vous vous inscrivez. Je crois qu'il y a une sélection ou pas d'ailleurs. Je crois qu'il y a une sélection ou je ne sais pas. En tout cas, vous recevez des nouvelles et vous rentrez dans les groupes de travail. Et du coup, vous pouvez apporter votre pierre à l'édifice et donner éventuellement les contraintes que vous avez et les questions techniques que vous avez auxquelles le SBTN répondra. Les travaux ne sont pas finalisés, que c'est normalement fin 2023 où tous les pilotes auront fini. Merci beaucoup. Et comme on est un petit peu pressé par le temps, une dernière question, c'est qu'est-ce qui rend cette crise de la biodiversité plus inquiétante que des précédentes crises qui seraient arrivées lors d'autres ères géologiques? En même temps, elle est plus inquiétante et en même temps, ce qui est rassurant, c'est qu'on sait d'où ça vient déjà et on a la main dessus. Donc, la bonne nouvelle, c'est que c'est Homo sapiens qui est à cause de ça. Donc, du coup, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut vraiment faire plein de choses. Ce qui est inquiétant, c'est que c'est un peu comme le climat, c'est que c'est très systémique. Alors, la bonne nouvelle de la biodiversité, c'est que c'est un sujet qui est très local. Donc, du coup, on peut agir vraiment d'un point de vue très local. Donc, vous, en tant qu'entreprise, dans votre chaîne de valeur, vous devez revoir un peu votre chaîne de valeur et voir où sont vos impacts et vous pouvez vraiment agir localement. Contrairement au climat où c'est très systémique, très mondial. Donc ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. Et après, oui, la biodiversité est un enjeu. En fait, toute notre vie est basée sur la biodiversité et on ne s'en rend pas compte parce qu'on vit dans des villes. Mais en fait, sans nourriture, sans eau, on ne fait rien en fait. Donc, c'est pour ça que c'est tout aussi important que le climat et qu'il faut vraiment traiter ces sujets en même temps et pas en silo. Merci beaucoup. Trop bien. J'ai vu que d'autres participants avaient levé la main ou posé plus de questions. Sachez qu'on peut déjà tenter d'y répondre sur le chat et que sinon, on vous donne les adresses mail des différents intervenants à la fin du webinaire. Donc, vous pourrez leur poser directement vos questions pour qu'ils y répondent plus en détail. Donc maintenant, je laisse la parole à Amandine Rachen du groupe Ecoton, qui vient nous parler de comment ce groupe a pu mettre la biodiversité et la bio au cœur de sa stratégie. Amandine, la parole est à toi. Merci. Bonjour à tous. Merci beaucoup, Charlotte, et, de m'avoir invité à ce webinaire. Et merci beaucoup, Charles, pour ton intervention sur la biodiversité qui était très éclairante. Et justement, je vais expliquer avec mon intervention que les entreprises et la biodiversité, nous sommes interdépendantes. Et je vais vous expliquer en fait la relation que nous avons avec la biodiversité et comment nous pouvons, à notre échelle, agir dès à présent pour sa préservation avec des exemples concrets. Alors, il ne s'agit pas à notre échelle, tout seul, on ne peut pas sauver le monde, mais c'est un peu comme ce que disait Pierre Rabhi. On est un petit colibri et ce qui est important, c'est effectivement d'avoir une prise de conscience, de pouvoir agir à notre échelle. Et Ecoton, donc, pour ceux qui ne connaissent pas, la société, c'est une société française qui est basée à côté de Lyon, à Saint-Génier-Laval, et qui est engagée en fait dans l'alimentation biologique et l'alimentation végétale depuis plus de 50 ans. Et les marques les plus connues que vous pouvez retrouver en supermarché, par exemple, c'est la marque Bjorg, la marque Alter Eco et aussi des marques dans les magasins biologiques comme la marque Bonne Terre et la marque Danival. Et voilà, je vais vous expliquer dans la slide suivante comment Ecoton a pris conscience effectivement de sa façon, en tout cas de sa raison d'agir, parce qu'elle a une raison d'être. Comme l'expliquait Charles, en 40 ans, la biodiversité a décliné de plus de 68%. En fait, il expliquait que depuis 2012, la biodiversité a décliné de 58%, mais en 40 ans, c'est quand même un déclin de plus de 68%. Et l'extinction de la biodiversité menace la vie sur Terre, mais aussi la qualité et la diversité de notre alimentation. Et l'industrie agroalimentaire conventionnelle en est en partie responsable par des pratiques agricoles intensives, par l'utilisation de pesticides de synthèse et par la standardisation des espèces que nous cultivons. Il faut savoir en fait qu'aujourd'hui, près de 2/3 des espèces végétales qui sont cultivées dans le monde proviennent de 9 espèces végétales qui sont en tout cas par exemple, le blé, le riz, le maïs, le soja, l'huile de palme, les betteraves à sucre, la sucre de canne et le manioc. Tout ça, en fait, ce sont les 9 ingrédients les plus cultivés et les plus consommés au monde. Et donc, c'est très peu, sachant que 90% des espèces cultivées auraient disparu depuis un siècle. Donc, donc, dans la slide suivante, je vais expliquer justement comment Ecoton, face à ce constat, agit. Donc, en fait, Ecoton, qui est effectivement engagé depuis plus de 50 ans dans l'alimentation biologique et végétale, a souhaité aller plus loin dans sa mission en s'engageant dans une voie alternative et en devenant donc une entreprise à mission depuis le 30 octobre 2020.
Donc, c'est à travers la loi Pacte, en fait, qui est une loi qui a été créée en 2019, qui permet en fait aux entreprises d'inscrire sur leur statut d'entreprise une raison d'être, donc une mission. Et donc, pour Danival, la mission, c'est nourrir la biodiversité. Et en fait, Ecotone a choisi de déclarer sa mission au plus haut niveau. C'est-à-dire qu'en fait, on a une mission d'entreprise qui est inscrite dans les statuts d'entreprise, mais on a aussi signé un pacte d'engagement qui exige de définir des engagements concrets et des objectifs sociaux et environnementaux. Et on a aussi doté donc l'entreprise d'un comité de mission qui suit l'exécution de cette mission et qui nomme en fait un organisme tiers indépendant qui est chargé d'auditer et donc de vérifier la mission d'entreprise et s'assurer qu'on respecte bien en fait nos engagements. Et pour Ecotone, bien sûr, comme je vous l'expliquais, pour nous, c'est protéger la biodiversité, c'est préserver aussi la vie et aussi la diversité dans notre alimentation, mais c'est aussi, bien sûr, préserver la beauté de ce monde. Et Ecotone, en fait, je ne sais pas si vous savez, en fait, Ecotone, c'est une définition qui existe dans le dictionnaire. Et en fait, Ecotone, c'est la définition, c'est le nom, en fait, de ces lieux uniques, de ces terres de transition où la biodiversité est la plus riche. Je vais vous donner un exemple. En fait, un écotone, c'est par exemple le passage de la savane à la forêt. En fait, ce sont deux écosystèmes qui se rencontrent et où justement, c'est là où la biodiversité est la plus foisonnante. Donc, c'est vraiment cette rencontre entre deux habitats, deux écosystèmes et en fait, donc toutes les espèces qui sont hébergées. Donc, dans la slide suivante, justement, tout à l'heure, je vous expliquais le statut d'entreprise à mission d'Ecotone. Et justement, l'entreprise a donc choisi de s'engager donc, au travers de 5 engagements concrets qui sont en fait de bannir, donc déjà en fait par l'alimentation biologique, on bannit les pesticides de synthèse et c'est prouvé en fait dans l'agriculture biologique. Il faut savoir qu'il y a quand même plus de 30% d'espèces qui sont présentes dans les champs. C'est aussi donc le deuxième engagement, c'est de promouvoir justement l'alimentation végétale et de promouvoir les alternatives végétales et notamment de lutter contre la standardisation alimentaire. C'est-à-dire qu'on va justement avec l'accompagnement de Cantis, Ecotone travaille actuellement avec le cabinet pour pouvoir en fait identifier les matières premières les matières premières principales et comprendre en fait l'impact, l'impression qu'on peut avoir sur la biodiversité et comment en fait on peut aussi améliorer notre portefeuille de matières premières pour justement lutter en fait contre les 9 ingrédients les plus cultivés au monde. Et en fait, les 2 autres engagements qui sont de chérir la biodiversité sauvage, c'est aussi de préserver la biodiversité dans le milieu agricole, avec des exemples concrets que je vais vous montrer tout à l'heure, et aussi de revitaliser les écosystèmes dégradés par l'homme. Donc, c'est aussi un exemple que je vais vous montrer tout à l'heure dans la présentation. Alors, en tant qu'entreprise à mission, comme je vous l'ai expliqué, c'est important d'avoir des engagements concrets, mais aussi d'avoir déterminé des objectifs en fait, à moyen et long terme. Et ces objectifs sont justement suivis par le comité de mission. Le comité de mission, c'est requis en fait justement dans la loi Pacte. Notre comité de mission aujourd'hui est doté en fait de 4 experts externes et d'un salarié interne qui suivent en fait le bon déroulé et l'engagement en fait de l'entreprise pour respecter sa mission d'entreprise. Donc en fait, on voit à gauche tous les engagements, donc les 5 engagements que je vous ai listés tout à l'heure. Et on voit en fait donc en 2022 et en 2030 les objectifs qu'on s'est fixés pour chacun des engagements. Donc ça, c'est justement en fait par rapport à notre mission d'entreprise, c'est en fait, on est audité chaque année en fait par un cabinet externe et on doit effectivement prouver nos engagements et les indicateurs de progrès. Et en fait, chaque année, on va aussi éditer un rapport d'impact qui sera en fait édité au mois de septembre 2022 et qui est disponible. Si vous allez sur le site d'Ecotone, vous voyez en toute transparence en fait justement toute cette mission, tous ces engagements. Et justement, je fais un peu la transition avec justement des outils qui ont été en fait créés. Le SINABio, qui est le syndicat des entreprises bio, a en fait créé des groupes de travail avec 10 entreprises engagées dans la bio.
Donc, c'est en fait un travail de longue haleine puisque ça fait plus d'1 an et demi qu'on a travaillé justement à rassembler toutes les entreprises et en tout cas à créer ce guide qui est vraiment disponible aujourd'hui sur le site du Synabio. Je vous en dis pas plus, je vous laisse le découvrir. Et l'objectif en fait de ce guide, c'est justement déjà de comprendre et de préserver la biodiversité dans les chaînes de valeur de la bio. Et c'est aussi justement une façon d'aller plus loin que la bio en créant en fait des indicateurs de progrès. Je vais vous donner par exemple 2 exemples assez concrets justement que vous pouvez retrouver dans le guide. En fait, c'est un guide qui va aider aussi bien toutes les entreprises de la bio, que ce soit de l'amont à l'aval. Donc par exemple, dans les filières en amont agricole, un des indicateurs de progrès, c'est par exemple accroître le pourcentage d'infrastructures agroécologiques sur la surface agricole utile. Donc, les infrastructures agroécologiques, par exemple, c'est par exemple de planter des haies, de planter aussi des bandes fleuries, de remettre en place des prairies permanentes. Voilà, tout ça, en fait, ce sont des exemples concrets de mise en place d'infrastructures agroécologiques. Et le groupe, en fait, s'est fixé pour les entreprises bio des objectifs à horizon 2030 qui est de réintégrer 10% de la surface agricole utile en infrastructures agroécologiques. Un autre exemple pour les entreprises de la bio, par exemple, et qui est en fait entreprise aujourd'hui chez Ecotone, c'est de former les équipes achats et les filières, en tout cas les équipes filières, aux enjeux de la biodiversité. Et aujourd'hui, la biodiversité chez Ecotone fait l'objet d'un module spécifique où notre responsable filière décrit les enjeux autour de la perte de la biodiversité et décrit aussi les engagements d'Ecotone pour la faire grandir. Donc ça, c'est un des exemples, effectivement, et je vais vous montrer tous les actes, en fait, en tout cas les exemples concrets qu'on met en place au travers de nos marques qui sont présentes en bio, donc les marques Danival et Bonne Terre. Donc dans la slide suivante, un exemple très concret. Ici, en fait, vous voyez le site de production de Danival qui est situé dans le sud-ouest de la France. On est en fait un site de production de plats cuisinés, de compotes et de produits japonais. Et comme vous pouvez le constater, c'est vraiment un site qui est intégré en pleine nature sur un site identifié Natura 2000 depuis 2013. Et la société a décidé en fait l'année passée de s'engager dans la charte Natura 2000, qui est une charte en fait de bonnes pratiques. Il y a 26 bonnes pratiques. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était important justement de bien comprendre quelle est la biodiversité qui nous entoure pour pouvoir et aussi connaître les bonnes pratiques parce qu'en fait, quand on fait partie d'un site Natura 2000, spontanément, on ne sait pas forcément ce qui est bien ou pas bien de faire. Donc, tout l'intérêt en fait de cette charte Natura 2000, c'était de comprendre, nous, notre place dans cet environnement et de trouver le juste équilibre entre notre activité de production et l'équilibre et la préservation de la biodiversité. Donc, en fait, sur ce site Natura 2000, pourquoi c'est un site Natura 2000 ? En fait, c'est la rivière, la Gélise, qui coule en fait derrière le moulin d'Andiran. C'est un habitat qui abrite aujourd'hui 11 espèces d'intérêt communautaire. Donc, à Andiran, sur notre site, on peut retrouver dans la Gélise des écrevisses à pattes blanches, qui sont des espèces préservées. La cistude d'Europe, qui est une petite tortue d'eau douce, qui est aussi préservée. Et on a aussi des papillons sauvages comme le damier, et des libellules, par exemple, qui sont préservées, mais qui sont plutôt dans les milieux ouverts, donc dans les prairies qui sont à côté du site. Et on a aussi, dans notre moulin, on a signé en fait la charte aussi du Conservatoire d'espaces naturels pour restaurer notre moulin, qui héberge aujourd'hui 3 espèces de chauves-souris, où on a en fait une colonie de 35 chauves-souris. Donc, il y a le grand rhinolophe, notamment, qui est une espèce en voie de disparition. On a les murins à oreilles échancrées, et on a aussi la pipistrelle européenne. Voilà, donc c'est aussi pour vous montrer qu'à notre échelle, quand on se renseigne aussi, on peut aussi agir de façon concrète pour préserver la biodiversité. Sur la slide suivante, je vais vous présenter un autre exemple très concret avec justement la marque Bonne Terre. Bonne Terre donc, travaille avec la COSEBI, qui est une coopérative agricole 100% biologique. Dans cette coopérative, Bonne Terre travaille avec Christelle Garnier, qui est une agricultrice qui est exploitante dans la Collerie, donc située dans l'Yonne, à côté de la Bourgogne. Christelle cultive plus de 200 hectares de céréales 100% biologiques, comme le blé, l'avoine, l'épeautre, qui font partie justement des matières premières alternatives que Bonne Terre s'approvisionne justement pour éviter d'utiliser les 9 matières premières agricoles les plus consommées au monde.
Christelle, par exemple, produit aussi des lentilles, de la luzerne, du houblon et d'autres céréales pour pratiquer la rotation des cultures. Christelle est une personne très engagée dans l'agriculture biologique, mais aussi sur tous les enjeux sociaux et environnementaux, puisque Christelle est vice-présidente de la coopérative bio COSEBI et elle était aussi administratrice chez Biocop. Elle va justement plus loin dans la rotation des cultures, puisqu'elle peut mettre en place entre 3 à 6 ans en fonction des parcelles. Et elle s'est engagée récemment à justement, du coup, là je vous montre en fait un exemple concret. Elle a repris l'exploitation familiale il y a déjà quelques années. À gauche, en fait, on peut voir l'exploitation familiale en 1949, donc à l'époque de ses parents, où en fait, à l'époque, le milieu agricole favorisait justement les haies bocagères. C'était une époque justement où il y avait beaucoup de haies, donc on peut voir effectivement avec les petites marques jaunes et marques rouges. Et en fait, à droite, donc, il faut savoir que justement dans les années 1945, après l'après-guerre, et aussi dans les années 60, il y a eu le grand remembrement qui en fait découle. En fait, il a découlé une destruction massive des arbres fruitiers et des haies agricoles bordant les parcelles pour pouvoir produire plus après-guerre. Mais malheureusement, aujourd'hui, le paysage agricole, ce sont des grandes exploitations agricoles pour favoriser aussi le travail mécanique de l'agriculture. Et aujourd'hui, Christelle souhaite revenir justement à un paysage avec des plus petites parcelles et réintégrer des haies bocagères sur son exploitation. Donc, tout l'enjeu de son projet, c'est de replanter donc la haie, et elle souhaite donc replanter 6 km de haies sur 3 ans, entre 2022 à 2025. Et il faut savoir qu'il y a plusieurs avantages justement à réintégrer la haie en milieu agricole. C'est déjà la haie a une première fonction, c'est de lutter contre le ruissellement et l'érosion des sols. Elle protège aussi les parcelles des pesticides pour les agriculteurs engagés dans l'agriculture biologique. Et c'est aussi un réservoir important de la biodiversité, puisque les haies vont héberger, par exemple, des oiseaux, des insectes auxiliaires, des chauves-souris aussi. Et en fait, ça va améliorer justement la pollinisation grâce à la faune auxiliaire pour certaines cultures. Et Christelle donc, a été accompagnée par un expert pour faire une analyse de sol et pour être conseillée sur les essences d'arbres adaptées à son terroir et à son projet agricole. Donc voilà, c'est un très très beau projet qui est très concret, qui est porté par Christelle. Et voilà, et du coup, on se donne rendez-vous dans 3 ans pour voir justement l'aboutissement de son projet. Et dans la dernière slide, un des beaux projets que Danival a mis en place avec justement Écoterie, c'était le projet Tous engagés. C'est un projet en fait d'agroforesterie lié aussi à l'agriculture biologique, puisque Danival en fait a mené un projet participatif et collaboratif dans tous les magasins bio. Donc vraiment, on a consulté justement les consommateurs bio et les magasins bio comme Naturalia pour pouvoir en fait élire un projet. Donc c'est le projet d'Écoterie qui a été voté par les consommateurs donc dans les années en 2021. Et le projet, donc, on a pu justement récolter de l'argent pour Anne, qui est en fait une agricultrice située en Haute-Garonne, pas très loin de la société d'Anival. Et on a pu aller au mois de février sur le terrain, accompagner Anne pour l'aider à planter justement plus de 1600 arbres. Donc, ça représente un peu plus de 2 hectares pour justement s'installer dans sa nouvelle activité qui est en fait de l'agroforesterie, puisqu'en fait, elle a mis en place un verger à champignons. Donc, en fait, c'est un verger de pin. Donc, il y a plusieurs essences de pin. Justement, c'est Écoterie qui l'a accompagné pour pouvoir justement sélectionner les essences d'arbres qui étaient les plus à même de contribuer en fait justement à favoriser justement la culture du champignon. Donc, ce sont vraiment des espèces spécifiques comme le pin sylvestre, le pin parasol et le pin maritime. Et en fait, elle a couplé justement son activité à une activité d'agritourisme où justement, elle va aussi faire déguster ses champignons. Donc, ils seront en fait disponibles dans 3 ans. Il faut attendre que justement la nature fasse ses merveilles.
et elle pourra donc faire déguster dans sa table d'hôte justement les champignons qu'elle a cultivés sur son exploitation. Donc voilà, c'était un très beau projet et on est fiers d'avoir justement mené ce projet avec Écoterie qui est vraiment l'expert de la reforestation et de l'accompagnement des agriculteurs bio et des agriculteurs justement pour mener à bien les projets d'agroforesterie ou replanter des haies dans le milieu agricole. Voilà, donc c'est vraiment le dernier projet très concret de comment une entreprise peut aussi à son niveau s'engager dans la biodiversité. Merci beaucoup, Amandine, pour l'exemple du coup d'Ecotone, pour ton intervention. Est-ce que, Camille, il y a eu des questions auxquelles Amandine peut répondre, ou Charles ou Elsa d'ailleurs, et Louise Alors, on n'a pas eu beaucoup de questions sur cette section. Je crois que tout était bien clair. Il y a juste une personne qui demande si la loi Pacte peut s'appliquer à d'autres industries. Oui, alors effectivement, Ecotone, c'est une entreprise agroalimentaire, mais toute société peut effectivement devenir entreprise à mission. Oui, normalement, en fait, même une entreprise, par exemple, qui est en fait engagée, par exemple, dans la restauration ou qui fait aussi des produits cosmétiques. Voilà, il y a d'autres secteurs d'activité et d'autres entreprises qui peuvent être, en tout cas, qui peuvent intégrer le statut d'entreprise à mission dans leur statut d'entreprise. Merci beaucoup. Une autre question vient d'arriver, c'est si vous pourriez répéter quels sont les avantages des haies quand on compare ça à l'utilisation de pesticides. La haie, en fait, c'est une barrière, en fait, hein, justement, pour les parcelles agricoles menées en agriculture biologique. C'est vraiment une barrière, en fait, physique. Justement, si, par exemple, il s'avère qu'il y a un risque, voilà, s'il y a un champ plus loin, en fait, qui pulvérise des pesticides, c'est effectivement… Mais, donc, il y a 4 avantages, en fait, justement, à réimplanter la haie en milieu agricole. C'est lutter contre le ruissellement et l'érosion des sols. Donc, ça protège les parcelles des pesticides, par exemple. Et c'est un réservoir important de la biodiversité. Et justement, en hébergeant, par exemple, des pollinisateurs, ça peut aussi favoriser la pollinisation pour des cultures qui en ont besoin. Merci. Et une dernière question qui s'éloigne peut-être un tout petit peu du sujet, c'est que pensez-vous de l'élevage des insectes en tant que nourriture pour les humains ou pour les animaux ? Alors, je ne suis pas spécialisée dans le domaine, mais après, effectivement, je n'ai pas vu les études scientifiques, mais l'élevage d'insectes peut effectivement faire partie, par exemple, d'un apport en protéines, on va dire animal, autre que l'élevage, on va dire l'élevage animal. Après voilà, moi, je n'ai pas forcément d'avis sur le sujet. Je suis désolée, je ne suis pas forcément experte du sujet. Pas de souci, merci beaucoup. Et je crois qu'on a fait le tour des questions pour l'instant. Merci beaucoup. Top, merci beaucoup, Amandine. Donc, il est temps de passer la parole à Louise, qui est notre responsable biodiversité chez Écoterie et qui va nous parler notamment de biodiversité forestière et comment mesurer toutes les actions qu'on peut mettre en place dans les forêts. Déjà, merci Amandine et merci Charles d'avoir vraiment synthétisé les enjeux liés à la biodiversité et donné des exemples concrets d'actions qui pouvaient être mises en place en faveur de la biodiversité. Donc, pour cette dernière intervention, j'aimerais vous amener en forêt. Donc, la forêt, c'est le premier puits de biodiversité terrestre. Et de l'importance, en fait, finalement, de la prendre en compte dans la gestion sylvicole. Et c'est un sujet qui nous tient à cœur chez Écoterie. Donc, en mettant en place une gestion sylvicole durable, c'est-à-dire de diversifier les essences, de ne pas utiliser de pesticides, de conserver les différentes strates qui sont présentes dans les forêts, de préserver aussi des arbres de différents diamètres et de différents âges, de préserver aussi les zones aquatiques, mais aussi les arbres morts dans les forêts. Donc, en fait, c'est finalement ces différents facteurs qu'on retrouve dans l'indice de biodiversité potentielle. C'est un outil qui a été mis en place par le Centre national de la propriété forestière et qui est un outil qui permet de vraiment mesurer ces différents facteurs et de les suivre en fait, dans le temps et de voir vraiment l'impact de la gestion forestière au niveau de ces facteurs.
finalement, l'image que vous retrouvez sur la diapositive illustre bien mon propos. Donc, on y voit un arbre mort. En fait, un arbre mort, ça peut paraître anecdotique comme ça, mais c'est hyper important de préserver ces arbres morts pour notamment les espèces saproxyliques. Donc, c'est des espèces qui ont besoin au moins une fois dans leur cycle de vie de bois en décomposition. Je parle d'une espèce, mais en fait, quand on parle de forêt, c'est plus en termes d'écosystème qu'il faut raisonner, et donc d'écosystème forestier. Et puisque entre les différentes espèces, il y a vraiment des interactions. Une forêt, ce n'est pas juste des arbres plantés les uns à côté des autres. C'est vraiment des interactions qu'il y a entre le vivant, le non-vivant, et aussi entre les différentes espèces. Et c'est aussi pour ça que c'est important de connaître le milieu, de faire appel à différents experts, que ce soit des structures associatives comme la Ligue de protection des oiseaux, Limousin Nature Environnement, ou des CPE qui ont vraiment une expertise en fait pour nous apporter une connaissance du milieu et de connaître les enjeux qui sont liés au site pour finalement mieux préserver cet écosystème. Je prends par exemple les lisières. C'est un milieu de transition qui peut paraître anecdotique comme ça aussi, mais en fait, c'est vraiment une zone de tampon entre le milieu ouvert et le milieu forestier. Et c'est là, en fait, où on retrouve vraiment une mixité dans les espèces qui sont présentes. Et c'est hyper important, notamment, de conserver les arbres habitats qui sont dans ces zones. Si, par exemple, la prochaine fois que vous vous baladez en forêt, je vous invite à prêter attention aux arbres habitats. Alors, une cavité comme ça peut vous paraître juste un petit trou dans un arbre. Mais en fait, non, c'est beaucoup plus que ça. Ça peut être un habitat pour des oiseaux, ça peut être hyper important pour des abeilles, ça peut être aussi important pour des chiroptères. C'est un gîte hyper important pour l'hibernation pour les chiroptères. De même que quand vous vous baladez en forêt et que vous voyez des écorces d'arbres qui sont un peu décollées, ça peut paraître aussi anodin, mais en fait, pas du tout. C'est des gîtes qui sont utilisés l'été par les chiroptères. Et tout ça pour dire que en fait, c'est vraiment un tout et il faut vraiment considérer l'écosystème au global pour vraiment le préserver et mesurer finalement l'impact que va avoir notre gestion forestière sur la biodiversité qui est présente au sein de cet écosystème. Et du coup, pour ça, je vais vous prendre 2 exemples d'actions qu'on peut mener chez Ecotri notamment, mais plus pour expliquer finalement l'importance de faire un suivi sur les différentes actions qui sont menées. Donc, par exemple, lors d'une restauration de zones humides, où il va y avoir, dans un premier temps, une phase de pré-diagnostic pour vraiment prendre connaissance du milieu avec un passage terrain, un écologue qui va vraiment avoir une connaissance des différents types de milieux qui sont présents, parce qu'en fait, qui dit zone humide dit aussi une mosaïque d'habitats, une mosaïque d'espèces qui sont présentes. Et donc, du coup, avoir une première idée des enjeux liés au site. Ensuite, une deuxième phase de diagnostic avec des inventaires complets, parce que qui dit diversité d'espèces dit aussi des saisons différentes, avec des présences à différentes saisons. Donc, avec des premiers passages qui commencent, par exemple, au mois de février pour des inventaires au stade larvaire pour les amphibiens et qui vont qui vont se dérouler jusqu'en septembre pour vraiment couvrir en fait toutes les espèces et avoir une idée des enjeux globaux. Alors parfois, en fait, on se rend compte que avec cette phase de diagnostic, le milieu se porte très bien. Il n'y a pas besoin d'agir plus que de le préserver en fait en l'état. Et parfois, il y a vraiment besoin d'action, de restauration sur ces sites-là. Mais qui dit action dit aussi suivi en fait pendant ces actions-là, avec encore une fois un écologue qui est présent pour s'assurer que les travaux qui sont mis en place ont un impact positif sur le milieu, pour la biodiversité qui est présente et pour les enjeux qui ont été établis en phase de pré-diagnostic et de diagnostic. Et ensuite, après cette phase de travaux, ça ne se termine pas là. En fait, il y a encore un suivi qui est nécessaire pour mesurer finalement l'impact de nos actions. C'est la même méthodologie qui est appliquée que celle en diagnostic pour pouvoir pour que ce soit comparable en fait, et pour vraiment donc mesurer cet impact sur le projet. Donc, j'insiste vraiment sur ce suivi qui est hyper important quand on met en place des actions. Là, c'était l'exemple d'une zone humide, mais on pourrait aussi, par exemple, parler des pollinisateurs. C'est sûr que planter des haies mellifères, mettre en place du suivi sur les pollinisateurs sauvages ou mettre en place des ruches, oui, c'est intéressant.
Mais en fait, il faut vraiment avoir une veille dessus et mesurer l'impact de notre action en s'entourant de partenaires qui sont vraiment compétents, comme par exemple Biodiversity dans le cas des abeilles où il y a un suivi qui est fait à partir du pollen qui est prélevé et qui nous permet vraiment de déterminer la ressource alimentaire qui est disponible sur le site, ou alors en s'entourant d'experts, d'entomologues qui sont capables de faire des inventaires des pollinisateurs sauvages, parce que c'est vrai que tout à l'heure, tu parlais de pollinisateurs sauvages, on pense souvent aux abeilles, mais en fait, rien qu'à des abeilles sauvages, il y a plus de 900 espèces qui existent en France, sans parler du coup des papillons, des cirfes, et j'en passe, c'est vraiment... ils sont hyper importants et il y a énormément d'espèces. Et donc, c'est vraiment fondamental en fait de les prendre en considération. Et quand on met en place une action, encore une fois, de mesurer l'impact sur ces espèces, même si souvent, c'est des inventaires qui prennent du temps, c'est long, mais c'est nécessaire en fait pour vraiment prendre en considération tout l'écosystème dans son intégralité. Donc, en fait, si je pouvais résumer, il y a deux aspects vraiment qui sont importants. C'est d'une part le prendre en considération, donc nous en l'occurrence dans la gestion forestière, mais vraiment le prendre en considération dans le sens où c'est une amélioration perpétuelle qui est faite au niveau de nos actions et une adaptation qui est faite en fonction des retours de terrain qui nous sont faits et des mesures qui nous sont faites. Et de vraiment avoir un dialogue entre les différentes expertises, parce que qui dit projet dit aussi chacun son domaine de compétences, et c'est hyper important finalement de croiser nos domaines de compétences pour avoir une vision globale et pouvoir vraiment tout prendre en considération du mieux qu'on peut. On n'est jamais parfait. Voilà. Trop bien. Merci beaucoup, Louise. Louise, donc c'était la partie qui clôturait le webinaire, et donc c'est top parce que Charles, tu as tenu tes 15 minutes, je pense, vu que justement on finit avec un peu d'avance pour laisser place aux questions. Peut-être d'abord les questions qui vont concerner plutôt la partie de Louise forestière, et ensuite les questions plus générales aussi, Camille, auxquelles on n'a pas répondu. Et donc n'hésitez pas, on a encore 5 bonnes minutes de questions-réponses à les poser sur le chat. Et du coup, voilà, on va prendre au fur et à mesure vos différentes questions. Camille, je t'écoute. Oui, alors pour commencer, j'ai une personne qui demande quel est le coût moyen d'un tel suivi de la biodiversité. Coût moyen. Le coût moyen d'un tel suivi. En fait, ça dépend du projet, dans le sens où pour une zone humide, je disais, il y a 2 phases de suivi, et après, c'est à une échelle de temps qui est quand même plus longue que pour d'autres projets. Donc, en fait, le coût moyen, ça dépend du nombre déjà, des différents types d'espèces qui sont inventoriées, j'y arrive plus. Et du coup, du temps dans lequel ça s'inscrit. Parce qu'il y a des actions sur lesquelles il faut vraiment faire un suivi sur plus de 10 ans. Et donc, forcément, ça représente beaucoup plus de coûts que des projets sur lesquels un suivi sur 2 ans est suffisant. Oui. Et puis, ça dépend, oui, de la taille du projet aussi. Enfin, concrètement, on prend une zone humide selon si elle fait 3 ou 66 hectares. Évidemment, le travail de l'écologue n'est pas le même. Donc, vraiment, ça peut varier un peu du tout au tout sur les différents projets. Est-ce qu'il y a une autre question, Camille ? Oui, alors j'ai une personne qui demande comment une entreprise de service, je ne suis pas exactement sûre de ce qu'elle veut dire par là, mais une entreprise de service peut contribuer concrètement à la biodiversité, à l'environnement, donc au-delà du financement de projets de compensation carbone ou autres. Est-ce que Charles ? Entreprise de service, j'imagine que c'est soit du conseil, soit du service, je sais pas, soit les services immobiliers, services financiers, quoi. Il y a plein d'entreprises de services. Moi, je pense que déjà, il faut que vous compreniez votre chaîne de valeur. Et dans votre chaîne de valeur, il y a forcément, au bout d'un moment, la biodiversité. Si vous faites de la finance, peut-être que vous allez financer des entreprises qui auront un impact sur la biodiversité. Donc, il faut bien comprendre, c'est un peu comme le bilan carbone, il faut prendre le scope 3. Il faut vraiment voir toute la chaîne de valeur et comprendre dans les entreprises où vous investissez, c'est quoi l'impact sur la biodiversité et comment les accompagner, les influencer, les aider, les accompagner à accélérer leur transition pour respecter les limites planétaires. Donc, toutes les entreprises ont quelque chose à jouer. D'accord. On a une autre question qui revient vers les services écosystémiques et qui fait un lien avec la dernière partie de la présentation sur la biodiversité. C'est est-ce qu'il est possible de chiffrer les services rendus par les projets de restauration ?
Mais de toute façon, quand on parle de chiffrer, dans tous les cas, ce sera sous-estimé en fait par rapport à vraiment la valeur. Tout à l'heure, quand on évoquait les chiffres liés au PIB, c'est sous-estimé aussi. En fait, on peut pas, on pourra le faire, mais ce sera pas de façon hyper certaine et vraiment, ça n'aura pas la valeur que ça représente vraiment in fine, quoi. Par contre, du coup, dans tous les inventaires aussi qui vont être faits, pour le coup, on peut chiffrer, si on veut des chiffres, on peut mesurer complètement l'impact de toutes les actions qui ont été menées, et notamment par le retour d'espèces qui étaient absentes, par le développement d'espèces qui étaient déjà présentes, et via les actions qu'on a pu mener, qui se sont développées et qui ont grossi leur rang. Enfin, pour le coup, il y a plein de chiffres à obtenir, mais par contre, ce n'est pas des chiffres en euros de ce que la biodiversité revenue peut nous apporter. Très bien. Alors maintenant, on va plus en revenir sur la première partie de ce webinaire. C'est que pensez-vous de l'implication du business dans le nouvel accord du cadre mondial de la Convention pour la diversité biologique, pardon. Ouais, est-ce qu'on peut répéter la question? Parce que j'ai pas compris. C'est quoi, Oui. ça peut être différentes choses. D'accord. La question, c'était que pensez-vous de l'implication du business dans le nouvel accord du cadre mondial de la Convention pour la diversité biologique? Je pense que je n'ai pas la réponse, donc je vais m'absteindre. Et je reviendrai. Peut-être envoyer par mail la question et je répondrai par mail parce que je n'ai pas la réponse comme ça et je ne veux pas dire n'importe quoi. D'accord, bien sûr. Et d'ailleurs, si la personne qui a envoyé cette question veut peut-être la reformuler différemment ou avec plus de détails, ça pourrait nous intéresser aussi. Une autre question, c'est, selon vous, qu'est-ce qui explique qu'il y ait moins de cadres de mesure de l'impact sur la biodiversité par rapport aux émissions de gaz à effet de serre dont on parle plus? Est-ce que c'est des problèmes de complexité? Est-ce que c'est un angle mort? Très bonne question. On nous la pose régulièrement. Parce que c'est bien plus compliqué en fait. Parce qu'en fait, le climat en suit le carbone et les autres gaz à effet de serre. Et finalement, c'est relativement facile, même si certains d'entre vous ont du mal à le faire. Et je comprends pourquoi. Mais la biodiversité, c'est bien plus compliqué parce qu'il y a cet effet dynamique, cet effet avec les trois diversités, avec les interdépendances. C'est quelque chose de beaucoup plus compliqué à appréhender. Alors, il y a des méthodologies pour mesurer. Et en fait, il y a trois grandes méthodologies. Il y a soit on fait quelque chose de très simple sur les flux physiques, l'eau que vous allez consommer, la terre que vous allez consommer en termes de mètres carrés pour que ce soit intelligible par l'interne et l'externe. C'est une première façon de faire déjà. Après, on peut aller plus loin. Il y a des méthodologies comme le MSA ou le PDF qui permettent d'aller vraiment bien plus loin et d'avoir un indicateur que vous allez pouvoir suivre d'année en année et pour pouvoir le comparer. Donc, c'est le PDF mètre carré ou le MSA, c'est quelque chose qu'on peut mesurer pour votre société et que vous puissiez être l'équivalent carbone de votre bilan carbone. Donc, c'est faisable. Nous, on est plutôt sur le PDF mètre carré chez Cantis, mais encore une fois, c'est quelque chose qui est pertinent si vous êtes assez mature, si vous avez les données, si vous voulez aller vraiment au fond des choses, mais commençons déjà par les flux physiques. Et après, il y a aussi une approche risque. Et là, c'est l'approche plutôt par SBTN, où il va vous dire il y a des risques dans votre chaîne de valeur. Et là, du coup, on va vraiment mesurer les risques, aussi bien sur les écosystèmes terrestres, marins et sur les 5 grandes pressions que je vous ai présentées tout à l'heure. Et c'est aussi une façon d'aborder la biodiversité sur la partie risque dans votre chaîne de valeur. Merci beaucoup. Une autre question, cette fois plus générale, c'est comment est-ce que les entreprises peuvent contribuer à améliorer la biodiversité? Donc n'importe quelle entreprise, même celles qui ne sont pas concernées particulièrement par l'environnement de manière... Alors déjà, toutes les entreprises sont concernées, même si elles ne le savent pas, déjà, premier élément. Donc, mais c'est vrai que certaines, c'est plus direct que d'autres, ça c'est vrai. Mais vous pouvez aller sur le site, par exemple, de Encore et vous mettez votre secteur et vous verrez que vous aurez des impacts, des dépendances et votre secteur et des impacts. Donc déjà, toutes les entreprises sont affectées, sont dépendantes et ont des impacts sur la biodiversité. C'est le premier élément de réponse. Et ensuite, la biodiversité, déjà, il faut tout recommencer. Donc, il y a plein de choses à faire. Déjà, il faut arrêter de nuire à la biodiversité. Donc, pareil, il faut comprendre sa chaîne de valeur, surtout en amont, parce que c'est souvent l'amont où on va aller acheter des choses, souvent dans la nature, et du coup, elles ont un impact négatif sur la nature. Donc, déjà, c'est comprendre. Donc, déjà, c'est mesurer votre chaîne de valeur. Et ensuite, après, c'est vraiment prioriser là où il y a vraiment des enjeux très importants pour votre entreprise, pour votre chaîne de valeur. Et après, il faut avoir une stratégie et l'implémenter. Donc, c'est vraiment ce qu'on fait chez Cantis. Peut-être pour dire un peu des éléments concrets pour que ça soit un peu plus parlant. Typiquement, là, SBTN, ils disent il y a un élément qui est important, c'est le zéro déforestation. On a vu que la première pression sur la biodiversité, c'est le changement d'usage des sols.
grosso modo la déforestation, mais pas que. Mais s'il y a un engagement que votre société ou que vos sociétés dans lesquelles vous avez des parties prenantes, vous voulez dire c'est zéro déforestation dès maintenant, là, c'est un acte fort. Et quand je dis zéro déforestation, c'est direct et indirect. C'est une subtilité qui est importante. On ne va pas rentrer dans les détails ici, mais zéro déforestation, c'est quelque chose de très simple et c'est bon pour la biodiversité et c'est bon pour le climat. Très intéressant. Et d'ailleurs, il y a plusieurs personnes qui me redemandent si est-ce que vous pourriez nous donner le nom du site ou voir l'impact selon l'activité de l'entreprise. Ça s'appelle encore ENCORE. C'est pas que ça, mais sur Google, ils vont vous aider à trouver, je pense. Parfait, merci beaucoup. Et enfin, pour qu'on reste dans les temps, je pense qu'une dernière question qui clôturera bien ce webinaire, c'est est-ce que vous auriez des livres, des auteurs ou ce genre de choses à conseiller pour mieux comprendre toutes ces connexions dans la biodiversité? Alors, je vais commencer si vous voulez bien. Moi, il y a une conférence que je trouve géniale, qui est très courte, qui dure 10-15 minutes, qui est celle de Pierre-Henri Gouillon, qui est un professeur à AgroParisTech et au Muséum national d'histoire naturelle. C'est une vidéo qu'il a fait dans le cadre d'un festival qui s'appelle les Ernest, je crois, qui est sur YouTube facilement trouvable. Et il explique la biodiversité d'un point de vue avec une façon pas du tout académique, mais vraiment très. On raconte une histoire. Darwin, qu'est-ce que c'est vous allez retrouver l'exemple du vélo, c'est à lui que j'ai piqué d'ailleurs. Et vraiment, moi, je trouve que c'est une vidéo qui est bien, qui est courte et qui vous explique un peu les dynamiques de la biodiversité et qui vous permet de vous émerveiller de ce système qui est absolument incroyable et qui est absolument unique, à mon avis, dans le système solaire, voire même plus loin. Et donc, c'est une vidéo que je vous conseille. Voilà. On vous envoie un mail cet après-midi avec justement le webinaire qui sera publié sur YouTube et on pourra justement ajouter un petit peu cette bibliographie. Et d'ailleurs, Amandine, prépare-toi si jamais toi aussi tu as une référence à donner. Je donne la parole à Louise. Moi, il y a une série de podcasts qui me plaît beaucoup. Ça s'appelle Baleine sous gravillon et qui reprend en fait. C'est un peu des choses qu'on retrouve dans la vie de tous les jours, qu'on peut croiser quand on va se balader en nature et en fait qui explique vraiment l'intérêt que ça a derrière, par exemple des ronces, pourquoi les épines sont comme ça, pourquoi et c'est hyper intéressant et ça donne envie d'aller se balader derrière. Non, et après, je pense que si vous voulez vraiment revenir à la base scientifique, c'est le rapport de l'IPBES, alors pas le rapport en tant que tel, mais au moins le résumé décideur, voire juste le communiqué de presse, où vous avez quelques chiffres un peu clés. Ça, c'est un premier élément, et il faut des vidéos qui sont pas mal. Et un deuxième élément, c'est un podcast du Muséum national d'histoire naturelle qui s'appelle Pour que nature vive, et qui est vraiment super bien, ce qui vous emmène avec des chercheurs qui vous racontent plein de choses très intéressantes, ou à des questions auxquelles on se pose tous les jours, on n'a jamais la réponse. Et vraiment, c'est un plongeon dans la biodiversité assez extraordinaire. Amandine, est-ce que toi, tu as des sources qui t'inspirent sur la biodiversité? C'est le guide pédagogique en fait qui a été publié par le SYNABio, donc le syndicat des entreprises bio en collaboration avec les 10 entreprises de la bio et qui est vraiment un guide très concret en tout cas pour les entreprises, aussi bien de l'amont agricole jusqu'aux entreprises, donc les transformateurs, les distributeurs, où justement ça explique justement la dépendance qu'on a avec la biodiversité et comment on peut progresser en tout cas sur des objectifs de progrès. Donc il y en a vraiment, il y a des objectifs aussi bien pour l'amont et pour l'aval. Donc je le conseille, il est à disposition sur le site du SYNABio. Vous pouvez le télécharger, il est gratuit et à disposition des entreprises. Merci Amandine. Et on a Elsa du coup qui est responsable France Biodiversité Quantis qui a aussi des sources. Non, je voulais juste finir avec un petit philosophe, je pense à toujours écouter et à lire, c'est Bruno Latour, qui met vraiment en relation l'aspect nature et culture. Donc c'est intéressant aussi de sortir peut-être un peu de la science et de prendre ça de façon beaucoup plus philosophique. Et vous allez voir que ça se rejoint beaucoup. Merci beaucoup Elsa. Merci beaucoup du coup à tous les intervenants et à vous tous qui avez été présents avec nous sur ce webinaire. Comme indiqué, donc on vous envoie par mail un récap du webinaire. Donc vous aurez la retransmission sur YouTube dès cet après-midi. On ajoutera du coup cette bibliographie si vous n'avez pas eu le temps de prendre des notes. On est désolé à tous ceux pour qui nous n'avons pas répondu aux différentes questions. Mais voilà, vous avez les adresses mail depuis tout à l'heure des différents intervenants. Donc n'hésitez pas à leur poser voilà, pour compléter ce webinaire. Merci à tous et à très bientôt. Bon appétit. Merci beaucoup.